Bonjour, bienvenue pour ce nouvel entretien des municipales à Paris, en direct sur Ici Paris Île-de-France et sur la chaîne YouTube de France 3 Paris Île-de-France. Nouvelle invitée ce matin, on reçoit Sophia Chikirou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate LFI pour la mairie de Paris. On est ensemble pour 30 minutes d'entretien, entretien qui est accessible aussi aux sourds et malentendants grâce au sous-titrage en direct donc de cette interview. Sophia Chikirou, vous êtes députée de la 6e circonscription de Paris, élue pour la première fois en 2022, conseillère régionale d'Île-de-France également depuis 2021. Vous êtes née en Haute-Savoie, vous avez grandi à côté de Cluses et vous avez débuté votre parcours politique chez les socialistes, un petit passage par la gauche moderne de Jean-Marie Bockel en 2008-2009 et puis après... Non, c'est une... 4 mois entre 4 mois. Novembre 2007 et février 2008. Et après, vous avez rejoint Jean-Luc Mélenchon. C'est comme ça qu'on vous connaît. On a créé le parti de gauche en 2008. Voilà. Et vous êtes sa directrice de communication, enfin vous avez été sa directrice de communication pour les campagnes présidentielles. Vous voilà donc devant les Parisiens, devant les électeurs parisiens. Qu'est-ce que vous leur dites à ces électeurs parisiens? Pourquoi ils devraient vous accorder leur confiance? Alors d'abord, je vais rectifier une présentation que vous avez faite. Je ne suis pas seulement candidate de la France Insoumise, mais je suis aussi la candidate des Verts populaires. Vous savez, ce sont des écologistes qui ont quitté Europe Écologie Les Verts, ou en tout cas qui ont décidé de soutenir ma candidature à Paris, en disant tout simplement qu'ils ne sont pas d'accord avec l'effacement de l'écologie par la candidature d'Emmanuel Grégoire. Et donc, je représente aussi les Verts populaires et j'ajoute des collectifs de quartiers populaires, dont le comité Adama qui soutient ma candidature. Et alors, pourquoi je suis candidate? D'abord, je tiens à dire aux Parisiens que le plus important dans cette élection, c'est le programme. Parce que cela fait 12 ans maintenant que les Parisiens ne se sont pas prononcés sur un projet pour leur ville. Il faut se souvenir qu'en 2020, lors des dernières élections municipales, c'était en pleine pandémie du Covid, l'élection n'a quasiment pas eu lieu, il n'y a pas eu de débat et la participation était très faible. Donc les Parisiens n'ont pas choisi. Il y a eu reconduction des sortants. Il y a eu un débat quand même sur le premier tour. Il n'y a quasiment pas eu de débat sur les choix et les orientations de la ville. Et donc maintenant, ça fait 25 ans qu'on est géré par la même équipe municipale, c'est le Parti socialiste et ses satellites qui nous gèrent depuis 25 ans sans qu'on puisse vraiment décider de notre avenir. Or, il y a des enjeux vitaux en ce moment à Paris. Alors, de votre programme, justement, on va en parler. D'abord, peut-être cette question qu'on pose à tous les candidats. Quelle gouvernance vous metteriez en place, vous, maire de Paris ? Alors déjà, je tiens à dire que dans notre programme, dès le premier chapitre, le premier axe porte sur la démocratie. Moi, je considère qu'il y a une urgence démocratique à Paris, il y a une crise démocratique. Aujourd'hui, c'est faux de dire que la démocratie locale fonctionne. On prend les Parisiens pour des gens qui doivent s'exprimer une fois tous les 6 ans, voire 7 ans, et le reste du temps, on ne les consulte pas ou on fait mine de les consulter sans tenir compte de leur avis. Nous, on veut renforcer la démocratie à travers les conseils de quartier, par exemple. C'est un exemple formidable, le conseil de quartier, mais il faut lui donner des moyens supplémentaires. On veut monter à 300 millions d'euros le budget participatif pour les conseils de quartier, pour que les citoyens, les associations, les commerçants puissent s'investir dans leurs conseils de quartier et décider sérieusement d'un certain nombre d'aménagements, mais par exemple sur la propreté. On veut confier la propreté de proximité aux conseils de quartier en lien avec des régies publiques de quartier pour gérer la propreté de proximité. Ça veut dire que ce sont eux qui décideront d'envoyer une équipe quand il y a des zones un peu sales? Les équipes sont municipales, mais dans les maisons de quartier qu'on va créer, qui seront les maisons des conseils de quartier, il y aura des antennes de police de proximité, antennes de propreté de proximité de la ville, des éducateurs spécialisés aussi, des éducateurs de rue, des travailleurs sociaux, qui seront accessibles aux citoyens. Quand vous aurez un problème, vous irez dans votre maison de quartier. Et vous aurez un interlocuteur, une personne physique pour vous répondre. Je veux bien qu'on mette tout sur Internet, mais pour plein de gens, c'est compliqué, Internet. Et puis, on n'a pas de réponse, et les semaines passent. Là, l'idée, c'est d'avoir un interlocuteur dans sa maison de quartier. Vous promettez aussi l'instauration d'un référendum communal d'initiative citoyenne dès lors qu'une pétition dépasserait les 100 000 électeurs inscrits, et vous engagez à respecter le résultat si la moitié des électeurs inscrits s'est déplacée aux urnes. Voilà, sur le papier, c'est belle promesse, mais on sait qu'elles seront peut-être pas suivies d'effet. Représentatif. Quand on voit les taux de participation aux votations citoyennes que l'on a connus sur le dernier mandat, on n'a jamais dépassé les 7,46%. Parce que les gens ne se déplacent pas aux votations citoyennes parce qu'ils savent que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas sérieusement organisé. Là, on donne un véritable pouvoir de contrôle et d'intervention via un référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites campagne, vous réunissez 100 000
000 signatures de Parisiens sur plus d'1 million d'électeurs. 100 000, c'est à peu près 10%, c'est moins de 10%. On est à 7-8% des électeurs signent votre pétition. On vous prend au sérieux parce que vous avez organisé les choses sérieusement et vous avez mené le débat. Et ce n'est pas une initiative individuelle ou politicienne. C'est une initiative qui va être portée par des collectifs d'habitants, des associations, donc ce sera pris au sérieux. Par ailleurs, ça aura directement, ce sera écrit dans les textes de la délibération, une influence sur les décisions du Conseil de Paris. L'idée, entendez bien, c'est de dire aux gens, on doit vous donner tous les outils pour pouvoir participer tout au long de l'année et pendant toute la durée d'un mandat à la vie démocratique et à la prise de décision. Pas seulement une fois tous les 6 ans. Il va falloir donc s'y habituer, parce mais il faut surtout dire aux gens, c'est pas une fois tous les 6 ans vous votez et le reste du temps, fermez-la. Il faut tenir compte vraiment et donner de l'importance à la citoyenneté. Alors, on va aller un peu plus dans le fond du programme. Dans cette campagne, vous mettez en avant notamment le sujet de la santé. C'est d'ailleurs la deuxième priorité pour les Parisiens pour ces municipales. Il faut dire que ce n'est pas toujours facile de trouver un médecin dans la capitale. Et en plus, qui ne pratique pas du dépassement d'honoraires. La capitale qui a vu aussi des centres de santé fermés ces dernières années. On voit tout cela avec Antoine Delcourt. Quand il s'agit de santé, les Parisiens seraient mieux lotis que les habitants des autres départements d'Île-de-France. Selon un sondage Odoxa pour l'ARS, 84% des résidents de la capitale sont satisfaits de la prise en charge de leurs frais. Ce taux est le plus haut dans la région, très supérieur à la moyenne nationale. Constat similaire pour les services d'urgence, 75% des Parisiens disent y accéder facilement. S'agissant des médecins généralistes, 43% disent rencontrer des difficultés pour obtenir un rendez-vous. C'est encore le meilleur taux en Île-de-France, mais cela pose des problèmes pour les personnes aux faibles revenus. D'autant que ces dernières années, la Croix-Rouge a fermé ses 2 centres associatifs dans la capitale, comme ici dans le 20e arrondissement. En cause, un modèle économique qui ne permet pas de dégager des bénéfices. Concernant les finances, celle de l'AP-HP s'améliore un peu. Dans son dernier bilan, l'hôpital vise un déficit réduit de 100 millions d'euros en 2026, après avoir plongé dans le rouge en raison d'un manque de moyens accordés par l'État. 1000 lits ont été rouverts en 2025, mais pour les Parisiens, l'amélioration de la prise en charge à l'hôpital reste la priorité numéro 1. Alors, une situation qui est mieux à Paris que dans d'autres parties du territoire français, avec 240 médecins généralistes pour 100 000 habitants. Mais on a 3 arrondissements qui sont en zone d'intervention prioritaire. Vous proposez carrément un centre communal de santé par arrondissement d'ici 2032. Il faut qu'on corrige le fait qu'aujourd'hui, Paris, à certains endroits, c'est un véritable désert médical. Il y a 2 freins. D'abord, il y a une faiblesse de présence de médecins généralistes, notamment dans le 18e arrondissement. Il y a des arrondissements où on manque de médecins généralistes. Les gens n'ont pas de médecins traitants. Il faut donc... Ça fait partie des arrondissements, d'ailleurs, en zone prioritaire avec souvent, le 19 et le 14. Voilà. Donc, il faut intervenir rapidement. Pour cela, en tant que maire de Paris, on est président du conseil de surveillance de l'AP-HP. Dans AP-HP, c'est assistance publique, hôpitaux publics. Moi, je m'adresse à l'assistance publique. L'assistance publique, c'est la médecine de proximité. Donc, on dit, nous allons mobiliser l'AP-HP, l'assistance publique, comme à Marseille, c'est fait d'ailleurs là-bas. Et avec l'AP, l'assistance publique, nous allons installer des centres de santé où il y aura des médecins salariés, des médecins généralistes salariés pour intervenir, mais aussi des spécialistes sans dépassement d'honoraires. Parce que le deuxième frein, en plus de l'accessibilité d'un médecin, c'est le prix. Paris, c'est une ville où 80% des spécialistes pratiquent du dépassement d'honoraires. 52 ou 54% des médecins généralistes pratiquent du dépassement d'honoraires. Donc vous avez un frein financier également à l'accès à la médecine. C'est une urgence médicale pour beaucoup de gens. Ne pas avoir de médecin, c'est être mal suivi, donc c'est voir sa situation personnelle se dégrader. Est-ce que vous allez pouvoir les trouver, les médecins, puisqu'il y a une pénurie de médecins ? Oui, c'est vrai qu'il y a une pénurie de médecins, mais il y a aussi la possibilité, en réalité, pour l'AP-HP de recruter des médecins, de les aider. Par exemple, tous les médecins qui ont un diplôme étranger, mais qui travaillent à l'AP-HP aujourd'hui, ils sont très nombreux. Il y a le moyen de les accompagner vers la reconnaissance de leur diplôme, la revalorisation. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les jeunes diplômés, les jeunes médecins ne veulent pas pratiquer de la médecine libérale. Ils veulent être salariés. Ils veulent des conditions de travail qui sont un peu les conditions communes, où on a un nombre d'heures limité dans la semaine, on a le temps de faire autre chose. Et c'est eux qu'il va falloir recruter ici à Paris. Et ça veut dire que vous n'allez pas aider, par exemple, des médecins libéraux à s'installer dans le libéral ? Je pense que cette façon de faire, qui est celle qui est employée aujourd'hui, n'est pas la bonne. Elle est très coûteuse pour la sécurité sociale.
elle est très coûteuse pour les finances publiques et finalement on aide de la médecine libérale, donc des médecins libéraux, à s'installer, à se constituer une clientèle et puis in fine, rien ne nous dit qu'ils ne vont pas pratiquer des dépassements d'honoraires par la suite et changer leur pratique. Ce n'est pas la meilleure façon de faire. Et en plus, la majorité des médecins généralistes aujourd'hui veulent être salariés. Création d'une complémentaire populaire communale de Paris aussi. Comment ça va fonctionner ? Oui, l'idée, c'est de venir en aide à tous ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une mutuelle. Beaucoup de personnes à la retraite, énormément de retraités ne peuvent pas. Vous savez, pour un retraité qui a souvent des maladies, c'est normal avec l'âge, la mutuelle, c'est 120 € par mois. Ça peut dépasser les 100 €. Donc, c'est impossible de suivre. Là, l'idée, c'est de mutualiser en achetant finalement l'assurance par la ville de Paris. On mutualise et on fait baisser les coûts. On pourra offrir à des retraités, à des jeunes, à des personnes qui ne peuvent pas se payer une mutuelle au prix du marché, entre guillemets, une mutuelle accessible. À combien à peu près ? Eh bien, c'est des choses qu'il faut calculer, mais si on regarde les expériences, par exemple, de la région Île-de-France, c'est autour de 40-50 €. Donc, pour une personne âgée, ça peut aller jusqu'à diviser par 2 ou 3 le prix. Alors, vous en avez fait référence en début d'émission. Il y a un peu plus d'une semaine, vous avez tenu votre premier meeting, premier meeting, on va dire vraiment de lancement de la campagne. Oui, c'était le premier meeting. Parce que je vais vous dire pourquoi on n'en fait pas tant que ça, des meetings ça à coûte Paris. cher déjà. Hein. Ah, les salles sont excessivement chères. Ouais. Donc, l'occasion d'afficher, vous l'avez dit, le ralliement à votre liste d'élus écologistes qui refusent l'union derrière votre concurrent, le socialiste Emmanuel Grégoire. Dans ces élus écologistes, il y a les conseillers de Paris, Émile Meunier et Jérôme Glaise. Ce sont des prises de guerre pour Non, vous ? pas du tout. Non, c'est pas du tout. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas du débauchage personnel. Ils ont initié une démarche nationale. Les Verts populaires sont partout en France, pas seulement à Paris, dans plusieurs villes, Montpellier, beaucoup d'autres villes, où des écologistes ont dit nous ne sommes pas d'accord avec la stratégie de Marine Tondelier de s'allier systématiquement avec le Parti socialiste pour ces élections, alors que les écologistes à l'Assemblée nationale votent avec la France insoumise et que le PS ne vote pas comme eux. Donc ces écologistes ont dit non, nous on considère que la France insoumise ne doit pas être écartée d'une alliance, qu'avec la France insoumise, on peut faire de l'écologie radicale, de l'écologie populaire, parce qu'il y a urgence à remettre l'écologie au cœur du débat politique, alors qu'elle se fait matraquer par à peu près tous les libéraux et l'extrême droite dans notre pays et en Europe. Cette alliance, comment est-ce qu'elle a impacté votre programme ? Très fortement. Il y a justement 40% du territoire parisien débitumé à l'horizon 2032. Ça, c'est l'objectif du plan local d'urbanisme bioclimatique pour 2050. Oui. Comment est-ce qu'on arrive à cet objectif vous savez, on va 18 ans avant ? Alors déjà, on part du constat suivant. Nous, on dit, si on continue comme ça, dans 40 ans, on y est encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la politique de rénovation thermique, la politique de végétalisation, toute la politique écologique qui est menée à Paris, si elle continue comme ça, dans 40 ans, on n'aura pas résolu le problème. Or, on sait que dans moins de 15 ans maintenant, Paris va connaître des températures à 50 degrés. Vous entendez bien, on a eu des pics à 43 degrés en moyenne. Sous les toits, les gens qui vivent sous les toits sont jusqu'à 47 degrés en ce moment même, dans des moments de canicule. Et là, on va connaître du 50 degrés. Donc nous, avec les écologistes des Verts populaires, on a discuté et on a dit comment on peut faire mieux. Donc on peut accélérer les choses. Ça demande de l'investissement. Ça demande beaucoup d'investissement pour aller plus vite. On est en train d'évaluer les choses. La semaine prochaine, on présentera notre chiffrage, mais je vais vous dire un chiffre. Très clairement, il va falloir investir 1 milliard d'euros supplémentaires pour accélérer la bifurcation écologique et l'adaptation au changement climatique. Et tout candidat qui se présente à cette élection et qui vous dit qu'il fait à budget constant, c'est-à-dire avec le budget actuel d'investissement de 1,7 milliard d'euros, tout candidat qui vous dit ça, c'est un candidat qui ne répondra pas aux défis climatiques et à l'urgence écologique. Alors comment vous le financez, ce milliard supplémentaire ? Bien Parce sûr. Effectivement, 1,7 milliard, c'est l'enveloppe totale d'investissement pour la mairie de Paris, et qui s'endette déjà. Oui, bien sûr, il y a de la dette, bien sûr, parce que pour l'investissement, on peut emprunter et on peut s'endetter, mais il y a surtout un sujet très important. Les gens doivent comprendre que si on ne le fait pas, les conséquences sont dramatiques. Aujourd'hui, on parle de vie. 400 personnes en moyenne meurent chaque année à cause de la canicule. Aujourd'hui, on parle de l'état de l'économie, c'est-à-dire que si vous êtes en forte chaleur, l'économie s'arrête. Vous pouvez perdre beaucoup plus que ce que vous investissez. Ce qu'on investit aujourd'hui, on le récupère sur les 20 ans à venir. Donc vous allez
Augmenter la dette, ça vous l'assumez ou pas? Pour l'investissement, on finance l'investissement par de l'autofinancement. On est en capacité aujourd'hui de dégager des marges d'autofinancement à hauteur, le budget sera présenté la semaine prochaine, donc je ne veux pas déflorer un peu le projet, mais il y aura de l'autofinancement et il y aura de l'emprunt. Mais l'emprunt, c'est pas mal, ce sera de la dette maîtrisée et de toute façon, si vous voulez investir dans l'avenir, il faut s'endetter. C'est pas mal de s'endetter, tant qu'elle est maîtrisée, la dette, et tant qu'on ne fait pas n'importe quoi. Nous, on ne fait pas de grands projets inutiles. Oui, on ne va pas gaspiller l'argent. Je reviens sur cet objectif de 40% du territoire parisien débitumé à l'horizon 2032. Allez, je vous pose une petite colle. Est-ce que vous connaissez la superficie de Paris? À peu près, non. Là, c'est 11 km², quelque chose comme ça. 105,4 km². En hectares, ah non, c'est 11 km en longueur, vous avez raison. Oui, et donc en hectares, ça fait 10 500 hectares en gros. Il faut gagner, puisqu'on a 26% du territoire parisien qui est désimperméabilisé aujourd'hui. Oui. Donc il faut gagner plus de 1000 hectares sur le prochain mandat, si on veut respecter votre objectif. Votre concurrent, Emmanuel Grégoire, par exemple, il propose de végétaliser de nombreuses places, de transformer 10 avenues en parcs. Vous, qu'est-ce que vous proposez? Je vais vous dire déjà une chose. Première chose à faire, nous posons un moratoire sur la construction de bureaux à Paris. Et ça, c'est le plus important. Si on continue de transformer des espaces en bureaux, d'abord, on fait du mal au logement, parce que ça contribue à la spéculation. Et de deux, si on continue de bétoniser, eh bien, on n'arrivera jamais à aucun de ces objectifs-là, c'est-à-dire de mettre de la nature dans Paris. L'objectif d'avoir de la nature dans Paris, je vais le dire aux téléspectateurs parce que c'est très important qu'ils le comprennent. Quand on va avoir des pics de chaleur à 40, 50 degrés, quand vous avez un espace de nature à côté de chez vous, c'est 8 degrés de moins en moyenne. Donc c'est considérable. Le fait de dire aujourd'hui on stoppe les projets de bétonisation et d'artificialisation de la pleine terre, c'est essentiel. C'est la première chose que nous, on posera. Les autres candidats ne vous diront pas ça. Ils veulent continuer de construire et de bétoniser. Si vous continuez, vous n'y arriverez pas. Vous ferez des promesses que vous ne tiendrez pas. Écoutez, la tour Triangle ou Austerlitz, vraiment, on aurait vraiment pu faire autre chose. De l'espace vert notamment. Mais vous avez identifié des lieux, des places? Bien sûr. Oui, tout ça, il y a une cartographie de tous ces endroits-là qui existent. La ville de Paris l'a fait. Eh bien, il y a différents endroits. Bien sûr, il y a la liste a été faite par la ville de Paris, donc je vais vous citer l'avenue Foch, je vais vous citer un certain nombre de rues ou d'avenues comme ça, mais ce que je veux dire aux gens, c'est qu'il ne suffit pas d'annoncer aux gens on va faire un espace vert en bas de chez vous. Il faut concerter les gens, il faut discuter avec les gens, sinon ils ne seront jamais d'accord. Donc je ne vais pas annoncer aujourd'hui des lieux pour qu'ensuite les gens me disent mais en fait votre gouvernance, c'est pas la démocratique, vous m'avez pas demandé mon avis. On va demander l'avis aux gens. Le boulevard, le périphérique, vous souhaitez le transformer en boulevard urbain. Pour quand? Alors, faut être, là, on a beaucoup discuté avec mes amis des Verts populaires, et c'est vrai que l'idée, c'est tout cela doit entrer dans une discussion qui est plus large. Soyons francs, Paris, c'est pas une île déserte au milieu de l'océan. Paris est entouré de communes. Paris dépend aussi de la région Île-de-France pour le transport. Elle dépend de l'État et des communes voisines. Donc, il y a tout un plan à revoir. Moi, je parle de refaire un plan de circulation à Paris. On a besoin d'un nouveau plan de circulation qui concerne non seulement Paris, mais aussi toutes les communes avoisinantes. Il faut aussi discuter avec l'État et avec la région Île-de-France pour savoir ce qu'on fait des 4 échangeurs, comment on va les traiter et comment on fait en sorte donc, plus de concertation. On est obligé, on ne peut pas faire autrement. Mais donc Paris pas d'échéance pour la transformation du périphérique. Il faut arrêter d'être en hostilité permanente et les bagarres sur le périphérique ne servent à rien, elles sont stériles et finalement ce sont les usagers qui en payent le prix. Allez, on va aller un peu plus loin sur ce thème de la mobilité. Quelle sera vos politiques en matière de déplacement? On va voir ça avec Bertrand Lambert que l'on reçoit tout de suite. Bonjour, Monsieur Parigot. Bonjour, Florent. Allez, c'est à vous pour 4 minutes. Bonjour, Sophia Chirico. Alors, on va parler de vos ambitions sur le vélo, qui sont importantes. Vous voulez aller plus vite, plus loin que ce qui se fait actuellement, avec un budget infrastructure consacré au vélo qui serait doublé. Alors, effectivement, quand on regarde le plan vélo actuel, celui qui est en cours, 2020-2026, il y a seuls 43% des aménagements qui ont été réalisés. Mais est-ce que c'est vraiment une question de budget? Là où ça coince, on le voit, c'est là où la préfecture de police ou les maires d'arrondissement bloquent les projets. Concrètement, comment vous allez faire pour les convaincre? D'abord, ce qu'on veut faire avec le vélo, c'est partir des besoins des Parisiens et des personnes qui viennent à Paris pour travailler, puisque vous savez, beaucoup de gens de la Petite Couronne ou des communes avoisinantes viennent travailler à Paris en vélo. Il y a à peu près plus de 12% des déplacements qui se font à vélo à Paris, et il y a un potentiel plus important encore.
Il y a une demande de vélo à Paris. Les freins à la pratique du vélo, ça va être la sécurité, par exemple. Donc, il y a besoin d'investir dans les infrastructures pour les sécuriser. Il y a aussi besoin de former des gens au vélo et à la pratique du vélo. Et quand je dis les former, c'est pas seulement l'apprentissage de la bicyclette, c'est aussi les former au code de la route, au respect du code de la route et à la prise de conscience qu'à partir du moment où on est aussi nombreux à pratiquer du vélo à Paris, eh ben, il faut respecter les règles. Mais là, vous voulez développer les pistes cyclables. Du coup, oui, mais attendez, on va parler des infrastructures. Mais moi, je veux parler du plan tel que nous, on l'a conçu. Parce que le plan, ce n'est pas juste de nouvelles infrastructures. C'est une vraie formation autour du vélo, c'est une vraie démocratisation du vélo et vraiment répondre aux attentes et aux besoins des Parisiens, parce que ce n'est pas comme s'il n'y en avait pas. Le vélo, ce n'est pas une lubie. Le vélo, c'est vraiment aujourd'hui un mode de déplacement très commun. Il y a 3 fois plus de déplacements à vélo qu'en voiture. Voilà, c'est pour ça que nous, on parle de mettre en place un service public du vélo, notamment en remunicipalisant le Vélib pour avoir des prix accessibles, voire la gratuité pour les moins de 25 ans. Justement, dans le ce Vélib, transport, comme on le propose pour d'autres transports publics. C'est vous qui en parlez de Vélib, vous parlez d'avoir des prix plus accessibles. On va comparer les prix du Vélib avec les opérateurs privés. Aujourd'hui, si on fait 45 minutes de vélo, c'est 3 € pour un Vélib, 11 € pour un opérateur privé. C'est quand même difficile de faire moins, sinon on va encore perdre en qualité de service. Non, écoutez, à partir du moment où vous avez comme objectif de rendre rentable un service public, forcément, ça ne sera jamais assez pour les opérateurs privés, ce ne sera jamais satisfaisant. Il faut arrêter avec cette logique-là. Aujourd'hui, les jeunes qui pratiquent du vélo, moi j'ai plein d'étudiants qui m'écrivent et qui me disent « je suis passé d'un abonnement de 10 €, aujourd'hui l'abonnement plus ma pratique du vélo, ça me monte à 40 € en moyenne. Les étudiants ne peuvent pas suivre, donc ils renoncent au vélo. Ou alors ils ont d'autres moyens de le faire. » Alors vous voulez transformer Vélib en régie publique. Voilà, en régie publique, parce que l'objectif, ce n'est pas de faire de la rentabilité avec ce moyen de transport qui est démocratique, qui n'est pas polluant et qui est bon pour la santé. Mais si on passe en régie publique, vu le contrat actuel qui s'achève en 2032, si vous voulez le faire avant... Il y a des problèmes dans le contrat actuel, tout ça peut se discuter. Dans le contrat actuel, les vélos et les stations appartiennent à Smooth & Go, donc si vous voulez changer là, bientôt, écoutez, tout de suite, on va ça devoir fait 18 payer les mois conséquences d'une mauvaise gestion par la municipalité sortante. Oui, mais on prévient les gens. Mais la majorité sortante a mal géré, a très mal fait et regrette même ce qu'elle a fait sur le Vélib. Donc voilà où nous en sommes. Aujourd'hui, oui, il va falloir agir sur le vélo à Paris. On ne va pas laisser le Vélib s'effondrer. Ça va se terminer comme, vous vous rappelez, l'Autolib. Si on laisse faire, ça se terminera pareil. Du jour au lendemain, ça disparaîtra parce que l'opérateur dira « c'est pas assez rentable pour moi, ça marche pas, la mairie doit renflouer la caisse, etc. etc. » Et ce sera un échec. Et c'est ce qui est en train de se passer. La qualité de service aujourd'hui, vous dites qu'elle est bonne, la qualité de service ? Je n'ai pas dit qu'elle était bonne, mais elle est vraiment dégradée. Ceci dit, 2025, on peut voir les chiffres du Vélib aussi. Année de tous les records pour Vélib, 47 millions de locations, près d'1 million d'utilisateurs. Malgré tout, ça fonctionne. Il y a énormément de besoins et insatisfaits. Il y a énormément de gens qui renoncent au vélo parce qu'ils ne le trouvent pas, que ça ne fonctionne pas. Dans notre service public, par exemple, on veut aussi faire de la maintenance, coordonner les réseaux de maintenance, de réparation de vélos, d'enseignement de comment entretenir un vélo. Il faut aussi, dans le service public, penser à tout ce qui est stationnement du vélo aujourd'hui à Paris. Non, il y a des besoins de ce côté-là. Pourquoi je vous dis qu'il nous faut un service public du vélo ? C'est parce que c'est devenu un mode de transport essentiel pour les Parisiens. Le temps file. Question flash, question simple, réponse rapide. Les vélos acceptés sur les voies sur berge, comme c'est le cas aujourd'hui, stop ou encore ? Oui, encore, et même je vais aller plus loin parce que nous, on a l'objectif de démocratiser le vélo et aussi de l'amener, par exemple, sur les maréchaux. Vous voyez, les gens qui vivent en périphérie de Paris, ils sont très nombreux. Il y a des pistes cyclables sur tous les maréchaux. Il y a des pistes cyclables partout, qui sont très anciennes, qui sont mal conçues. Alors, pour eux, ils doivent côtoyer la voiture. Pour les berges sur Seine, il n'y a plus à côtoyer la voiture. L'idée, c'est de réserver, par exemple, le dimanche, plusieurs dimanches dans l'année, les maréchaux pour ne faire que du vélo et du déplacement à bicyclette et avoir de l'activité populaire. Autre question rapide, remettre un couloir de bus sur la rue de Rivoli pour libérer le bus 72, oui ou non ? La rue de Rivoli, c'est devenu un symbole de la crispation entre la droite et la gauche à Paris et la vision écologiste ou anti-écolo. Les pro-bagnoles, les anti-bagnoles. La rue de Rivoli, il faut la traiter selon les besoins des résidents et des commerces de la rue de Rivoli. Et je ne suis pas convaincue que les besoins des commerces soient d'avoir des voitures qui passent, c'est d'avoir plutôt du stationnement de permettre. En tout cas, une chose est certaine, c'est que la rue de Rivoli, pour tous les Parisiens, c'est devenu un endroit à éviter. Donc c'est que ce n'est pas bon et qu'il faut le revoir. Et moi, je suis bien sûr pour qu'il y ait des couloirs de bus plus rapides et des navettes même de bus pour transporter les gens. C'est ce qu'il y a de mieux, le transport public. Il faut maintenir le vélo. Il ne faut pas empêcher la circulation de la voiture de façon dogmatique. Merci beaucoup Bertrand. On vous retrouve demain avec Pierre-Yves Bournazel. Exactement. On va poursuivre avec quelques questions politiciennes. Vous préférez ce terme. Vous avez provoqué la colère dans le camp de l'Union autour d'Emmanuel Grégoire pour cette affiche qu'on va voir.
vous avez publié sur les réseaux sociaux. On y voit Emmanuel Grégoire à côté d'Anne Hidalgo avec ce bilan affiché. 52 signalements pour violences sexuelles. Elle fait bien sûr référence, cette affiche, au signalement qu'il y a eu dans le périscolaire parisien et qui est encore d'ailleurs aujourd'hui. Cette affiche, elle a choqué dans le camp d'Emmanuel Grégoire. Est-ce que vous la regrettez ? Pas une seule seconde, pas un seul instant. Moi, je leur reproche vraiment leur inaction. Je leur reproche leur bilan. Vous savez, des alertes de l'inspection générale de la ville de Paris, il y en a depuis 2015. Il y a eu des recommandations qui n'ont pas été suivies. Emmanuel Grégoire était premier adjoint en charge des ressources humaines. Il avait la responsabilité du recrutement des animateurs. C'est lui qui a mis en place le système qui aboutit à faire n'importe quoi dans le recrutement des animateurs. Et quand Marine il n'assume Tondelier pas ses responsabilités. Estime que c'est une mais Marine Tondelier, qui emprunte les codes de l'extrême droite. Non, mais Marine Tondelier, elle fait de la politique politicienne, elle connaît rien au sujet parisien, elle connaît rien à la situation. Et je pense que fondamentalement, Marine Tondelier, ça ne la choque pas qu'aujourd'hui on ait des enfants victimes et des parents traumatisés. Moi, je suis dans une circonscription, puisque je suis élue du 11e arrondissement. Qui est très impactée par... Exactement. Donc, je suis en lien avec les collectifs de parents d'élèves. Figurez-vous que c'est eux qui m'ont demandé de déposer une proposition de résolution pour une commission d'enquête sur le périscolaire. Je l'ai déposée au mois de décembre. Je profite de votre antenne pour demander à la présidente de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale de mettre à l'ordre du jour cette proposition de résolution pour une commission d'enquête sur le périscolaire. C'est une présidente socialiste, mais je lui demande de ne pas empêcher la mise en place de cette commission d'enquête. C'est important qu'on puisse la mener. C'est grave. Si la seule réponse qu'on a apportée aux parents, c'est « taisez-vous, il n'y a rien à voir », et c'est ce qui leur a été dit. Pardonnez-moi, mais c'est ce qui leur a été dit aux parents d'élèves. « Taisez-vous, ne parlez pas, n'en parlez pas ». Il a fallu que ça sorte dans la presse pour qu'enfin ils réagissent. C'est honteux. C'est pas à moi d'avoir honte. Maire de Paris, comment est-ce que vous résolvez ce problème ? Je peux vous dire que c'est la première chose que j'ai proposée. Mi-novembre, quand je déclare ma candidature, j'ai dit on va refonder l'éducation communale à Paris. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre des moyens. Ça veut dire recruter des animateurs, titulariser les 4000 animateurs permanents. Et pas des vacataires, puisque 4000... l'essentiel sont vacataires. Exactement. Sur les 15 000, 11 000 sont vacataires. Exactement. Donc en régulariser, en titulariser 4000, les permanents, ça veut dire que ce sont ceux qui travaillent bien, en qui on a confiance. On les titularise, on fait des formations. On a proposé, par exemple, de créer des filières et des partenariats avec des lycées professionnels, avec des BTS, avec des licences pro, pour pouvoir diplômer les gens et mieux les payer. Ça va avoir un impact financier. Celui ou celle, que ce soit Rachida Dati ou Emmanuel Grégoire, qui se présente à vous en vous disant « je vais refondre le périscolaire », mais qui ne met pas l'argent sur la table, ne le croyez pas, s'il vous plaît, c'est qu'il ment. Votre adversaire, c'est Emmanuel Grégoire ou Rachida Dati ? Aujourd'hui, Emmanuel Grégoire a à rendre compte d'un bilan. Il refuse de le faire, il le fuit, et dès qu'on lui met le nez en face de son bilan, il crie « oh, c'est scandaleux ». Emmanuel Grégoire, il vient avec un programme qui consiste à reprendre par plus de 50% les propositions d'Anne Hidalgo. Le reste, c'est pour dire c'est à l'État, c'est pas moi. Si vous voulez que ça continue comme c'est aujourd'hui, c'est Grégoire. Si vous voulez que ce soit la politique macroniste, c'est-à-dire tout libéraliser, tout privatiser, tout saccager, alors qu'on va se débarrasser de Macron en 2027, dans ce cas-là, vous votez Dati. Si vous voulez que ça change, c'est Sophia Chikirou. Oui, mais par exemple, vous attaquez Emmanuel Grégoire, notamment sur le bilan logement. Vous renvoyez dos à dos la gauche et la droite sur ce sujet. La gauche a quand même construit 126 000 logements sociaux. Oui, ce n'est pas des logements sociaux, c'est ce qu'on appelle des logements sociaux abordables et compagnie. Ce n'est pas que des logements sociaux. Oui, c'est-à-dire que la part de logement. Vous savez combien c'est la part de logement ? C'est à peu près un tiers sur chaque. C'est 2500 logements sociaux par an. Tout le reste, c'est du logement beaucoup plus cher qui n'est pas accessible aux classes populaires. Moi, je leur reproche d'avoir laissé filer la spéculation à Paris, de l'avoir même encouragée. Quand la majorité sortante permet la construction de 1,6 million de mètres carrés de bureaux dans Paris entre 2013 et 2022, elle participe à la spéculation à Paris. Alors qu'on n'a pas besoin de bureaux. Moi, je mets un moratoire sur les bureaux à Paris. Ça, je vous l'ai dit. Parce que l'objectif est de baisser les loyers, pas de les maintenir au niveau auquel ils sont aujourd'hui. Il faut les baisser. Moratoire sur la spéculation. Il faut attaquer la spéculation à Paris, d'une part. Une union, c'est avec Emmanuel Grégoire. Attendez, vous ne me laissez pas répondre sur le logement. Il nous reste plus que 2 minutes. Allez-y, très rapidement. Mais juste pour dire sur le logement public. Voilà, le logement public, nous, on veut doubler le nombre de logements sociaux, c'est-à-dire passer de 2500 à plus de 5000 logements sociaux, vraiment sociaux, c'est-à-dire pour les classes populaires. Et ça veut dire aussi baisser des loyers dans le parc public pour des gens. Moi, j'ai rencontré une
une retraitée qui me dit qu'avec ses 800 € de pension, elle a 800 € de loyer chez Paris Habitat. J'irai voir Paris Habitat et je dirais, cette dame, elle ne doit pas payer 800 € de loyer. Donc, on va baisser concrètement les loyers des gens, réellement. Et on va agir aussi sur le privé. Vous me pressez, donc oui, mais à la en question fait, il ne reste plus qu'une 30. Faut que je mais vous vous pose pouvez la aller question. sur mon site Une internet union avec pour voir Emmanuel ça. Grégoire au second tour, c'est mort. C'est pas moi qui pose le problème. C'est pas moi. Il n'en veut pas, effectivement, Voilà, mais pardon, vous avez dit il ne faut mais- pas qu'un socialiste Non, soit élu maire de Paris. Il dit depuis Est-ce le que mois pour de vous, juillet. est-ce que c'est quand même possible? Regardez, Oui ou non depuis le 2 juillet de l'année dernière, Emmanuel Grégoire répète toutes les semaines sur toutes les radios et les télés, jamais d'alliance avec la France insoumise. Je pense qu'Emmanuel Grégoire a une autre alliance en tête, comme il l'a fait à l'Assemblée nationale, où il soutient le gouvernement Le Cornu. Oui, il vote le projet de loi des finances de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale. Il sauve Dati comme ministre à l'Assemblée nationale. Je pense qu'à Paris, il veut une alliance avec Bournazel, qui est proche de Gabriel Attal. Très voilà rapidement, ce que je pense. je suis obligé de vous poser la question. Vous serez jugé le 12 mai prochain par la 13e chambre du c'est tribunal super correctionnel important. de Paris pour escroquerie. Vous êtes soupçonné d'avoir tenté à plusieurs Non, reprises de tromper écoutez, la Banque oui, Crédit du non, Nord. mais Est-ce que ça entache votre campagne Non, ou pas, écoutez, très cette rapidement? affaire n'existe pas. Elle n'existe pas. Non, C'est elle fait n'existe pour pas. C'était il y a 5 ans. polluer votre campagne, J'avais c'est ce que un vous dites. différend commercial avec une société il y a 5 ans qui a été réglé entre elle et moi. Et 5 ans après, un procureur se réveille au moment où je suis candidate à la mairie pour me coller un procès sans préjudice et sans victime. C'est du jamais vu et c'est un scandale en réalité. Donc procès politique. Donc, non, je ne dis pas procès politique. Je dis qu'il y a une instrumentalisation par des personnes qui ont un petit pouvoir et qui essayent de salir. Je viens avec Merci un programme. beaucoup. Sophia Chikirou, Bah, voilà. c'est fini. On se retrouve demain avec Pierre Bournazel. Vous me faites